Donc bonjour, Fabrice Durand, je représente le groupe Technor. C'est nous qui organisons cette conférence avec le soutien du pôle pharma, pour lequel nous sommes adhérents. Donc j'aurai l'occasion de vous présenter un petit peu l'entreprise un petit peu plus tard. Moi je suis basé sur Orléans, et je suis le représentant commercial de Technor. Voilà, je vais laisser Robert, David. Donc, bonjour se- à tous. Donc, je m'appelle Robert David, alias Bob, voilà. et je suis responsable de l'unité Data Science et AI chez Technor. Et donc l'objet d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu quelle est la notion de capteur logiciel, en quoi ça peut être utile au niveau process. Donc, rapidement, comme l'a dit Fabrice, nous allons présenter Technor, expliquer un petit peu nous ce qu'on met derrière l'intelligence artificielle, les outils qu'on utilise, et expliquer deux références avant de parler un peu de ce qui fait notre différence par rapport à d'autres fournisseurs, d'autres prestataires. À toi Fabrice. Oui, alors très rapidement, Technor, nous sommes un groupe d'origine belge, belge francophone, basé à Tournai. Le siège social c'est basé à Tournai, en Wallonie. Nous sommes plutôt assez bien représentés en France avec trois bureaux, trois agences en fait, une à Lille, l'historique, qui a un peu plus de 20 ans, une agence à Lyon ouais, également, et puis une agence à Orléans qui a maintenant 4 ans. Voilà. Et à ce titre, depuis 4 ans, nous sommes aussi adhérents donc, du pôle pharma. Le groupe Technor, c'est 380 personnes au total, un chiffre d'affaires qui est aux alentours de 80-85 millions d'euros depuis quelques années maintenant, avec pas mal d'exports. On a 25% d'exports, et quand je parle d'export, c'est vraiment hors Belgique, France, voilà, et Suisse, hein. Notre métier, on vient vraiment d'abord de l'électricité industrielle, hein, historiquement. Donc notre métier, c'est vraiment d'être intégrateur de systèmes industriels. On a commencé par l'électricité, par l'automatisme, on a évolué avec les systèmes de supervision, les SCADA a évolué, euh, les projets MES. Et puis maintenant, on a une division Process Improvement dont Bob est un représentant et même pilote l'activité, qui va travailler sur tout ce qui est analyse de données et industrie 4.0. Voilà. Euh, nos marchés principaux et ce qui a motivé notre implantation également à Orléans, c'est avant tout des industries de process, hein. Donc on est très présent sur la partie industrie pharmaceutique, la chimie, chimie fine, cosméto, et puis l'agroalimentaire qui constitue l'autre grand pôle d'activité pour nous. Euh, alors sur la région centre, on va travailler pour des gens comme Dior, pour les laboratoires Merck également, pour la laiterie de Saint-Hinotel dans l'agroalimentaire, pour le groupe Mars aussi dans l'agroalimentaire également. Enfin voilà, on a quand même un panel assez important de clients. Je crois pas on n'a pas mis de slide sur nos références, mais dans le domaine de la pharmacie, on va travailler pour UCB, on va travailler pour Pfizer, on a travaillé pour enfin, voilà, tous les grands labos, à Sanofi, effectivement, j'allais oublier de citer Sanofi, avec lequel nous travaillons plutôt assez bien sur la partie IA, justement. Euh, voilà, c'est les trois grands secteurs d'activité, je dirais. C'est effectivement la partie pharmacie, agroalimentaire, chimie fine, cosméto. Et après, on a des activités un petit peu annexes qui concernent les data centers. Mais bon, là, c'est pas vraiment le sujet. Et la partie énergie aussi, maîtrise d'énergie des sites industriels. Voilà ce qu'on pouvait dire de. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est on a vraiment, par rapport à la pyramide du CIM, on vient des couches basses, donc de l'électricité, et ça, c'est vraiment notre centre de compétences, c'est la partie électricité, le process control, le SCADA, le MES, et on va s'arrêter au MES, et on va faire des liens avec le RP. Voilà. Donc, pour Technor, c'est tout. Je te laisse la main. Ok, donc je reprends la main. Donc, comme je disais, qu'est-ce qu'on met derrière l'intelligence artificielle? Donc vous voyez sur le slide, au milieu, il y a plusieurs modules. Il y a un module de modélisation hybride. La modélisation hybride, c'est quoi? C'est un mélange de deux stratégies de modélisation. Il y en a une qui sera data-driven. Donc c'est tout ce qui est stats, régression, machine learning, des algos matheux assez pointus, mais qui n'introduisent pas forcément de physique dans la modélisation. Et donc il faut faire beaucoup de feature engineering, beaucoup de triture, de travail sur les données pour en extraire des infos intéressantes.
Et donc, il faut un gros dataset pour pouvoir en sortir des choses aussi qui soient assez pertinentes. Juste à côté, vous voyez Science-Based Modeling, donc c'est simplement des bilans physiques. On va écrire nous-mêmes nos bilans de masse et nos bilans d'énergie. Et ça va générer directement des équations différentielles et donc des variables qui évoluent au cours du temps, en time series. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a tout de suite ce compte rendu en time series. On a besoin d'un dataset qui est plus petit et on a des paramètres qui ont un sens physique parce qu'on a écrit des bilans physiques. Et donc nous, on va prendre le meilleur parti des deux approches. C'est-à-dire que s'il y a moyen de faire des bilans physiques, on a quelque chose qui est déjà relativement robuste et de compréhension. Et les aspects qui sont plus difficiles à cerner seront absorbés par une partie data-driven. De même, si on se met en ligne, en temps réel, on va aussi développer des arbres de décision côté data-driven. Okay. L'autre module, c'est le capteur logiciel, c'est ce que je vais expliquer aujourd'hui, donc détaillé dans la suite. Et puis la commande avancée de procédé, c'est dans les cas où on a un système qui doit faire face à des perturbations, à des instabilités. Donc si le PID n'est pas suffisant, on peut aussi, sur base de la simulation, développer des boucles de régulation plus compliquées, mais qui vont rejeter les perturbations et stabiliser le système. Okay. Alors ça, c'est ce qu'on met derrière le terme intelligence artificielle, c'est l'utilisation de différents modules mathématiques. En entrée, vous voyez qu'on va exploiter évidemment l'historique des données. C'est le fuel pour les projets data science et AI. Il faut des données, il faut qu'elles soient riches, il faut qu'elles soient cohérentes, il faut qu'elles soient, on va dire, suffisamment cohérentes que pour avoir des choses qui soient pertinentes. Des données en live si on veut se mettre en ligne. Donc ça veut dire que si on développe un modèle avec des courbes qui fitent bien des points de mesure sur un historique, c'est super, c'est une première étape. L'autre projet, c'est de se dire quand les mesures arrivent en live, qu'est-ce qu'on prend comme décision? Est-ce qu'on reconnaît dans quelle situation on est et donc vers quel modèle on va, vers quel jeu de paramètres on va pour pouvoir fournir la prédiction. Et donc ça nécessite vraiment une compréhension sur le procédé. On n'avance pas à l'aveugle. Ça n'a pas beaucoup de sens dans le domaine industriel de se dire on ne va pas introduire de physique. Non, il faut vraiment comprendre ce qui se passe. Il faut triturer les données, il faut discuter avec les experts sur le procédé. Et en sortie, vous voyez qu'on a des indicateurs clés, hein, donc des KPI, qui seront calculés offline ou qui sont calculés online, comme on vous présente aujourd'hui. Il y a la prédiction, forcément, donc on va dire dans quelques minutes ou dans quelques heures, le système va évoluer de telle façon. Si tout se passe bien, tant mieux. S'il y a un problème, on peut suggérer du coup un changement de consigne ou une décision. Détection d'anomalies aussi et la maintenance prédictive. On peut se focaliser évidemment sur les données process, mais on peut très bien étudier les données capteurs équipements pour aussi étudier les dérives, le vieillissement, l'encrassement, ce genre de choses. Alors la notion de capteur logiciel, je vais d'abord expliquer le rectangle qui se trouve sur la gauche parce que c'est vraiment l'approche classique dans un process. On a des mesures en ligne capturées à haute fréquence telles que température, pression et flux, des mesures classiques, des mesures robustes. Et ça va permettre d'évaluer le débit de production, les KPI en throughput. D'un autre côté, juste en dessous, on a des mesures labo qui sont souvent des mesures qualité. Et donc on évalue les KPI qualité sur le process, mais de façon beaucoup plus ponctuelle. Une fois par heure, une fois par jour, une fois par pause. Et le résultat, du coup, l'opérateur est aveugle. Mais ça permet d'avoir une idée de la qualité et de savoir si on se trouve finalement dans les clous. L'apport du capteur logiciel, c'est de se dire on va exploiter la dynamique des mesures classiques et grâce à la modélisation, non seulement calculer et prédire les KPI en throughput, mais aussi en temps réel évaluer les KPI qualité. Et donc ça veut dire que l'opérateur, une fois qu'il aura reçu une mesure une fois par pause, mais il ne sera plus aveugle pendant 8 heures, il aura une estimation en continu sur base des autres mesures pour pouvoir voir évoluer la qualité. On fournit la prédiction et évidemment, il y a toujours une validation a posteriori. L'idée n'est pas de supprimer les mesures qualité, évidemment. L'idée, c'est de pouvoir se dire, on est l'opérateur pour pouvoir piloter en temps réel et le débit et la qualité. Et on peut, après, évidemment, vérifier que les prédictions sont bonnes sur les mesures labo qui continuent à être prises aussi de temps en temps. Alors, au niveau des références, je vais vous présenter en fait un patchwork de projets pharma où finalement il est question de culture de cellules mammifères et aussi de fermentation bactérienne. Et là l'idée c'est vraiment de mieux comprendre le lien entre les variables process classiques et ce qui se passe dans le bioréacteur. Donc relier la biologie aux variables classiques derrière, avec une perspective toujours de scale-up éventuel puisqu'on a une meilleure compréhension aussi sur le procédé. Dans le cadre ici de la culture de cellules mammifères, il y avait un point de mesure par jour pour évaluer la population
et un point de mesure par jour aussi pour évaluer la quantité d'anticorps qui était produite, parce que c'est l'objet de la culture. C'est que les CHO produisent des anticorps d'intérêt à la fin avec un certain rendement. Et donc, qu'est-ce qu'on a pu établir avec la modélisation? Bon, on a pu établir que voilà, le bioréacteur a une recette de culture, un point bien figé, avec une consigne en oxygène dans le bioréacteur qui est maintenue. Et donc, si on prend cette mesure d'oxygène dans le bioréacteur, c'est un signal plat. Ce n'est pas très intéressant. Par contre, pour maintenir cette consigne en oxygène dans le bioréacteur, on voit que le débit en oxygène, lui, va évoluer au cours du temps. Et donc, on va pouvoir caler qu'il y a un premier pic de consommation en oxygène durant la croissance exponentielle des cellules. Et qu'après, il y aura un second pic de consommation en oxygène quand les cellules arrêtent de se reproduire et commencent à turbiner pour produire les anticorps d'intérêt. Et donc, on peut estimer en temps réel l'évolution de cette culture sans avoir des mesures plus fréquentes qu'auparavant. L'idée, évidemment, c'est d'assurer ce rendement en synthèse d'anticorps, mais c'est aussi aller plus loin, avoir par exemple un outil d'aide à la décision qui dira est-ce que ça vaut le coup, si jamais il y a une rupture dans l'oxygénation, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas la culture? Parce qu'une culture cellule mammifère, c'est 1 semaine ou 2 semaines. Et donc s'il y a un problème après 3 jours, est-ce qu'on attend les 2 semaines et voir qu'on a un mauvais rendement, ou on démarre tout de suite un nouveau batch pour gagner du temps de prod? Ou est-ce qu'il y a une séquence d'oxygène qui pourrait être produite de façon à essayer de rattraper le coup? Ça dépend évidemment des données qui sont à disposition et de la façon dont on peut les utiliser. Accessoirement, quand on fait ça, on a aussi évalué le KLA, donc le coefficient de transfert volumétrique d'oxygène. Rapidement, quand on a une consigne d'oxygène à l'équilibre dans le bioréacteur, ça veut dire que ce qu'on injecte en oxygène, donc l'oxygène transfer rate, qui dépend essentiellement de ce KLA, est équilibré par la consommation en oxygène des cellules, ce qu'on appelle l'OUR, l'Oxygen Uptake Rate. Et ce KLA, il va dépendre des moyens d'oxygénation sur le bioréacteur, typiquement la vitesse d'agitation, l'injection d'air, l'injection d'oxygène. Et donc, finalement, si on arrive à évaluer ce KLA via ce capteur, la notion de capteur logiciel, eh bien, on peut améliorer aussi la commande sur le procédé, parce qu'on sait très bien ce qu'il faut mettre alors en steering, air et O2, et comment gérer. Savoir que le steering, l'injection d'air et l'injection d'oxygène n'ont pas les mêmes dynamiques et donc les mêmes impacts sur l'oxygénation. Donc là, on a une évaluation, vous voyez, on a ordonné du KLA en fonction du steering, de l'agitation et de l'airflow. Ça a permis aussi de vérifier qu'on ne traçait pas des choses tout à fait au hasard. On a pris 3 batchs similaires pour une même production et on a évalué le plan d'évolution du KLA en fonction de l'agitation et de l'air, et on voit qu'on a des choses qui sont très cohérentes parce que les plans sont très proches et se croisent malgré les erreurs de mesure ou les aléas de production. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'assez cohérent et donc de pouvoir mieux maîtriser à terme le procédé. Ça, c'est une première référence. Une deuxième référence, qui n'est pas vraiment pharma, qui n'est pas cosméto, mais qui est dans l'agroalimentaire. Mais on s'y retrouve quand même. On parle de fermentation alcoolique, on parle de production de champagne. Et vous savez très bien que c'est un des gros sujets de façon en industrie, c'est qu'on veut un produit qui soit constant en sortie alors que les matières premières ne le sont pas. C'est encore plus fort évidemment quand on parle de vin ou quand on parle de champagne, puisqu'on dépend de la récolte de l'année. Et donc là, l'idée c'est de se dire ils doivent mieux maîtriser leur fermentation. Le signal qui représente l'activité fermentaire, c'est le flux de CO2 en sortie du réservoir de fermentation. Vous voyez cette courbe qui évolue. Au début, il ne se passe pas grand-chose. La fermentation démarre. La levure produit beaucoup de CO2. Elle atteint un pic. Et puis, il y a une inhibition, parce que l'éthanol qui est produit par la levure inhibe la levure aussi, paradoxalement. Et à la fin, quand on n'a plus de flux de CO2, ça veut dire que tout le sucre a été consommé. Le vin est terminé, la fermentation est terminée. Et donc là, l'idée, dans un premier temps, dans ce projet, c'était de se dire, détectons automatiquement le démarrage des fermentations et évaluons le pic d'activité et la fin de la fermentation. Et on l'a fait sur un proof of concept pour montrer qu'effectivement, il y a moyen de le faire. L'idée étant que le but, on ne fait pas directement le champagne à proprement parler, on fait le vin de l'année, qui après sera coupé avec différentes cuvées pour faire le champagne, et donc sa signature aromatique qui fait sa renommée. Et donc là, les KPI à respecter, c'est l'évaluation, le pic d'activité et la durée. Les deux sont liés. Et donc c'est resté dans la notion de cible, de golden batch qu'on s'est donné pour le vin en question. On a plusieurs moyens d'action, comme
un pulse d'oxygène, une micro-oxygénation ou l'ajout d'azote. Donc voilà, ce n'est pas vraiment l'objet du jour, mais je réexplique le contexte rapidement. On a typiquement une courbe de mesure de flux de CO2, et avec de la modélisation hybride, donc un mélange d'équations différentielles et d'arbres de décision, on se dit, bah, tiens, on détecte le démarrage de la fermentation, et puis les nouvelles mesures qui arrivent et qui s'accumulent, on les étudie et on projette un best fit, donc comment ça devrait se dérouler dans le futur, sur la courbe en vert. Et on se donne un intervalle de confiance autour, évidemment, parce qu'il y a du bruit sur les expériences. Et c'est une fermentation, ça dure environ 180-200 heures, donc on rafraîchit la simulation toutes les demi-heures, de façon à avoir une prédiction. Donc une animation vaut mieux qu'un long discours. Donc l'idée c'est ça, hein, c'est une animation qui était présentée au client, ce n'est pas un case industriel à proprement parler, mais c'est comme ça que ça se présente. Et donc vous voyez qu'il y a un ajustement en fonction des changements et des conditions opératoires. C'est un projet à long terme, avec la R&D dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord les données. Les données, il faut pouvoir avoir des données de qualité et il en faut quand même suffisamment, rencontrer différents cases. Ici, la fermentation, elle se passe bien, il n'y a pas eu de correction, mais il y a des fermentations avec correction. On peut suggérer une correction, mais il faudra prédire l'effet de la correction. Donc il y a encore évidemment des travaux à ce niveau-là. Mais il y a aussi un... Allô? Oui. Il y a aussi un inconvénient par rapport à ça, c'est que le signal de flux de CO2 qui est mesuré en live, brut, n'est pas bien calibré. Il y a toujours un biais sur cette mesure. Et donc la notion de capteur logiciel, justement, qu'on va développer ici, c'est de pouvoir prendre des mesures ponctuelles de densité, créer un capteur logiciel qui va estimer la densité du mou qui est en train d'être réduit, et via cette information qui est très costaud, très robuste, on va pouvoir débiaiser en live le signal de flux de CO2. Donc le capteur logiciel, dans ce cas-ci, il n'est pas en tant que tel l'information forcément qu'on voudrait, mais il va aider à pouvoir débiaiser une autre mesure prépondérante dans le process. Et donc c'est débiaisé en live ce flux de CO2 qui représente vraiment l'activité fermentaire. À terme, évidemment, l'idée c'est de pouvoir insérer ça dans une supervision. Ici on a un exemple du client, donc c'est une vision de l'esprit, hein. On n'y est pas encore, mais à terme c'est de pouvoir se dire, dans la supervision on n'a pas seulement les mesures passées, l'instant présent, on projette ce qui va se passer. Voilà. Et donc, ce qui nous différencie peut-être par rapport à d'autres sociétés, c'est qu'on a une équipe qui a un background scientifique qui permet d'écrire ces bilans de masse et ces bilans d'énergie. On ne fait pas du pur machine learning, du pur big data, des purs stats. On a cet apport en plus qui permet finalement de faire la modélisation hybride et de prendre le meilleur des deux parties. Chacun a ses qualités et ses défauts, hein. Donc, comme je l'ai dit, data-driven, c'est souvent black box, donc ce n'est pas explicable. Il faut beaucoup de données. Il faut peu d'expertise, c'est vrai, mais il y a moins de physique. Et donc, il y a aussi une question de robustesse qui est pourtant nécessaire si on fait l'industriel, quoi. De l'autre côté, on a besoin de moins de données, mais il faut plus comprendre le process. Il faut pouvoir écrire les bilans de masse et bilans d'énergie en fonction des données qui sont à disposition. C'est aussi un challenge en soi. Et voilà, mais il faut pouvoir utiliser les deux parce que chacun apporte son petit effet sur le modèle final. Alors, on a aussi, évidemment ici dans la présentation, je n'ai pas le temps de le présenter, c'est notre stratégie qui est une roadmap. C'est une roadmap progressive, étape par étape. Le but, c'est pas faire un projet de but en blanc en vous disant « tiens, pour tel prix, je vous fais tout ». Non, c'est impossible. Nous, on doit jauger la qualité des données pour pouvoir dire ce qu'il est possible de faire. Et de jauger finalement le challenge qui nous attend, si les données ont des problèmes ou si les données sont lacunaires. On a évidemment, comme Fabrice l'a présenté, toutes les compétences en intégration. Ça aussi, c'est un différenciant. Si nous, dans notre unité, on développe des modèles, les autres collègues peuvent les intégrer directement sur le process. Ça, c'est aussi un gros avantage. On tient compte du terrain, on a l'expertise métier. En pharma, évidemment, et en cosméto, comme l'a dit Fabrice. L'autre aspect aussi, c'est que, qui est peut-être intéressant, c'est de se dire que quand on développe un projet chez le client, la propriété intellectuelle revient au client. Je n'ai pas inventé le bilan de masse ou le bilan d'énergie. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qui est la propriété du client, c'est la façon de formuler le problème et ces paramètres sont très spécifiques. Chaque process est spécifique.
On peut avoir une colonne vertébrale, effectivement, qui permet d'écrire en gros la structure d'un modèle, mais tout le fine-tuning, il est toujours à faire quoi qu'il arrive. Même si on a expérience sur un site d'une même société, un autre site aura un autre historique au niveau capteur, au niveau données, au niveau techno, au niveau façon de conduire le process. Il y a toujours des adaptations à faire. Et donc c'est là-dessus qu'on peut effectivement se démarquer. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Si jamais il y a des questions, je ne sais pas s'il reste du temps, Fabrice. T'es pile dans les temps. Il restait 5 minutes pour les questions. Donc, Magnifique. si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce qu'il faut retenir, effectivement, le capteur logiciel, Bob l'a très bien dit au départ, c'est que c'est pas l'objectif, c'est pas de remplacer les capteurs existants, c'est justement d'apporter de nouvelles informations sur la base de ces capteurs qui sont robustes et qui sont existants, quoi. Et puis de croiser un peu, enfin, Bob est souvent à la mi-chemin entre l'industrie, les capteurs industriels et les laboratoires qualité. Et c'est vrai que c'est faire le lien souvent qui n'est pas fait dans l'industrie, c'est ce lien entre la qualité et les labos et l'industrie. Oui, tu fais bien le mentionner, Fabrice, effectivement. Donc, il faut savoir que chez certains clients, on travaille à la fois et en production et avec la R&D. Et si on travaille avec l'équipe R&D, dans la modélisation, on peut intégrer finalement de l'information qui était développée en labo, qui était mesurée à l'aise dans des petits formats, et on peut finalement la transporter, la transférer vers la prod grâce à la modélisation. Donc ça a tout un intérêt aussi. C'est qu'on sait qu'en production, il y aura toujours moins de mesures. Ce ne sera pas la même façon de faire que dans un labo ou en tout cas que la R&D. On est moins garni de mesures. Mais par contre, la modélisation peut transférer cette connaissance labo et ces infos pertinentes et les transférer vers la prod. Donc c'est effectivement vraiment une toute autre dimension du coup à apporter au niveau de la production. Et puis l'impact très réel sur la prod, enfin l'intégration, alors qui n'a pas encore été fait pour cette maison de champagne. Oui. Mais l'objectif quand même à terme, c'est d'intégrer dans le système de supervision de conduite des alertes pour alerter sur une dérive de macération d'une cuve, en fait. De fermentation. De fermentation. Voilà. Oui, tout à fait. Et donc voilà, le chemin reste malgré tout relativement long et c'est pour ça qu'on va développer cette roadmap progressive, étape par étape, une analyse des données qui permet de savoir si les données à disposition sont bonnes. Si jamais il y a une volonté de racheter des capteurs sur le procédé parce qu'on se dit qu'il manque des données, faire une première étape d'analyse des données permet de savoir finalement ce qu'il faut acheter. Pas acheter 30 capteurs sur un procédé s'il n'en faut que 5. Et pouvoir les exploiter à fond. Parce que plein de clients, effectivement, de l'historisation, ils ont des databases phénoménales et tout, mais ils ne l'exploitent pas. Et donc, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Et donc, déjà, faire un premier check de savoir ce qu'il y a dedans, même si on n'a pas la mesure directe, la mesure en or qu'il faudrait, on peut très bien peut-être la représenter avec les mesures qui se trouvent aux alentours. Et donc, pouvoir extraire cette information sans plus d'investissement. L'investissement, c'est juste se dire, on a un beau tas de données, il est temps de l'exploiter. Voilà. J'espère qu'on a pu vous présenter de manière assez exhaustive le capteur logiciel. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. On est présent sur le stand Pôle Pharma et posez la question. Ils sauront nous retrouver si vous voulez discuter un petit peu. Voilà. Merci. Merci encore pour votre attention.